Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je voulais vous parler de Greta Thunberg. On m'a demandé, est-ce que Greta Thunberg est une marionnette de Soros ou juste une adolescente en crise? Bon, à savoir que, par exemple, ses conseillers politiques sont pas n'importe qui, ses coachs ne sont pas n'importe qui, sa mère non plus n'est pas n'importe qui. On peut pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le système, je dirais c'est dans le système, vous savez, à un œil. Donc oui, Greta Thunberg serait-elle une marionnette de Soros? Pourquoi pas? Alors, pourquoi je parlais de Greta Thunberg? Parce qu'en 92, pourquoi j'ai accepté de parler de Greta Thunberg? En 92, j'ai beaucoup été ému par le discours de Seven Suzuki, qui était à l'époque âgé de 12 ans, et qui, devant l'ONU, parlait au nom d'une association qui s'appelle ECHO, qui était Environmental Children's Organization, donc une organisation d'enfants pour l'environnement, où elle disait, voilà, j'ai fait 5000 km, juste pour vous dire que j'ai peur, je crains que l'avenir soit de pire en pire. Et on était en 1992. À cette époque, il y avait à la télévision, je me souviens, j'avais encore la télé à cette époque-là, je crois que c'est la dernière année que j'ai dû avoir la télé, il y avait la nuit, alors je crois qu'on en était... ça parlait du Québec ou de Montréal, Convention de Montréal, un truc comme ça. Donc il y a eu une nuit entière où il y a eu, je sais pas, 7 heures de reportage sur un peu de tout. Donc il y avait sur le crime nucléaire avec toutes les centrales nucléaires et les essais nucléaires qui avaient été faits par l'armée russe, américaine et française. Il y avait sur leurs soldats, et sur des civils donc aussi, sur l'empoisonnement du poisson par tout ce qui était plastique, tout ce qui était produits chimiques. Donc tous ces poisons-là arrivaient au pôle, pardon, et sur les pôles, les ours blancs mangeaient des otaries, par exemple, les otaries mangeaient du poisson, et tout ça, ça cumulait dans leur foie, toutes ces dioxines, tous ces PCB, etc., etc. Et on commençait juste à parler justement des CFC à l'époque, en 92, si vous vous souvenez. On parlait juste des CFC, des chlorofluorocarbones. D'ailleurs, maintenant, on trouve du chlore dans l'eau de boisson, un peu partout, quoi. Mais c'est bien, il paraît que c'est bien, quoi. Si vous occupez de votre santé, vous êtes orthorexique. Si vous buvez de l'eau avec du chlore, avec de l'aluminium et du fluor, et que vos enfants n'ont pas de bras, ben c'est bien. Ça ne va pas les désociabiliser. Voilà, donc... Ceci dit, voilà, donc on m'a interrogé sur Greta Thunberg. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Seven Suzuki en 92. Et puis, voilà, donc j'avais pas du tout envie de faire une vidéo là-dessus. Et puis, j'ai commencé un livre hier qui parlait justement du comportement humain. Donc, c'est un livre qui est très connu, qui m'a été conseillé, je crois que par David, un élève de Paris, un stagiaire de Paris, de Ward Bloom, et qui s'appelle Le principe de Lucifer. Alors ça n'a rien à voir avec le diable, avec ce qu'on appelle Satan, le démon, etc. C'est simplement pour expliquer que, contrairement à ce que dit Rousseau, le mal, en fin de compte, est au fond de l'homme. Hein, c'est-à-dire que, individuellement, la folie, c'est grave, mais en groupe, socialement, ou quand vous êtes... dans une foule, la folie, c'est ordinaire, quoi. C'est-à-dire, vous le savez tous et toutes, hein, ce que font les foules, aucun individu le ferait tout seul. Hein, et ça va au-delà de tout. Et justement, il parle justement, c'est ce qui m'a fait rappeler à Greta Thunberg et à Soros, il parle un petit peu d'une sorte de manipulation qu'avait fait Mao Tse-tung. Donc je vous explique un petit peu, je vais vous lire le passage. Je sais que c'est pas terrible quand je lis, mais je ne veux pas me tromper et franchement vous allez comprendre pourquoi. Je pense que tout le monde va comprendre. Hein. Le grand bond c'est un petit peu ce qu'avait promu Mao Tse-tung. Alors moi j'avais commencé à entendre parler de ça sur un livre sur les Kalachnikovs, il y a une vingtaine d'années, qui expliquait que les Kalachnikovs chinoises, il ne fallait surtout pas y toucher, ça risquait de vous péter à la tête, tout simplement parce que c'était un mélange de tous les métaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens dégondaient leurs portes, enlevaient les ferrailles qu'il y avait, ou le bronze qu'il y avait sur les portes, ils triaient plus ou moins
sur leur porte de maison, ils triaient plus ou moins les métaux, ils enlevaient les cloches pour alerter qu'il y avait des cloches, il y avait des villages avec des cloches pour le feu, pour les incendies, donc ils enlevaient les cloches, ils mettaient même des épées et des hallebardes qui avaient 300-400 ans, qui étaient forgées, ils mélangeaient avec de la fonte, des instruments agricoles, des cuillères, des fourchettes, bref, ils balançaient tout leur métal, c'était un effort communiste, social, pour l'armée, pour faire des armes, pour faire des canons, pour faire des machines agricoles, etc. etc. Donc, ça a duré 3 ans, et au bout de 3 ans, les cantines communautaires fermèrent, les propriétaires des maisons qui avaient amené leurs ustensiles au four durent en trouver d'autres, les coupons de rationnement apparurent pour le blé, l'huile, le tissu et même les allumettes. Assis à l'école, les petits garçons qui s'étaient investis de façon si enthousiaste dans la mise en œuvre de ce miracle économique étaient affaiblis par la faim. Ils apprirent à attraper des cigales sur les poteaux avec un bâton enduit de colle et se forcèrent à avaler les insectes gigotants encore. Ils parcoururent les collines à la recherche d'herbes. Leurs mères fabriquèrent du pain avec de la farine coupée de feuilles de saule et de peupliers. Durant ces 3 longues années de progrès héroïques, des millions de Chinois moururent de faim. Donc là, on s'est aperçu que c'était pas la bonne direction. Le timonier avait montré le mauvais cap. Alors que le grand bond en avant avait paralysé l'économie, ralentissant la production des biens les plus simples. Et l'architecte de cette belle faute, Mao lui-même, perdit le pouvoir. Il se retira dans des considérations idéologiques, laissant le soin de gouverner l'État au jour le jour à un nid de bureaucrates, de fonctionnaires de moindre importance. Ceux-ci observèrent la population torturée par la malnutrition et se réadaptèrent rapidement. Ils abandonnèrent la rigueur théorique et œuvrèrent à accroître la production des ustensiles et équipements ménagers qui avaient tous disparu. En haut de la liste des priorités se trouvait la collecte d'argent, de beaucoup d'argent. La doctrine passa après le simple objectif de mettre de la nourriture sur les tables chinoises. Donc on laissait tomber la doctrine maoïste. Plus la nouvelle politique avançait, plus les fonctionnaires responsables de son application sentaient qu'ils détenaient un pouvoir réel sur la Chine. Leur orgueil démesuré leur dit qu'ils étaient les nouveaux patrons, les hommes qui tenaient la barre de l'histoire. Mao était une relique, une antiquité, un prête-nom. Lorsque Mao essaya de donner des ordres à ses subalternes, le traitèrent poliment, mais l'ignorèrent. Les ordres du grand timonier furent rejetés. Mao Tse-tung n'apprécia pas d'être mis à la retraite. Et vous allez voir que là, il y a quelque chose de phénoménal, quelque chose d'extraordinaire, que je pense c'est ce qui arrive avec Greta. Et il n'était pas homme à accepter une retraite forcée et à se reposer. Alors le demi-dieu de la Révolution combinant un plan pour réaffirmer son autorité. Un plan qui serait encore plus dévastateur pour la Chine que le grand bond en avant. Son projet ne se contenterait pas d'affamer les populations, il allait les torturer, les battre à mort et les pousser au suicide. C'était la révolution culturelle, ce qu'on essaie de nous imposer. Mao profita d'une simple caractéristique de la nature humaine, l'esprit de rébellion des adolescents. L'esprit de rébellion des adolescents, ce qui est biologique, physiologique, psychologique, mais naturel. L'attitude provocante des jeunes punks et des enragés du heavy metal peut apparaître comme une rage engendrée uniquement par le désordre de la culture occidentale, mais ce n'est pas le cas. L'adolescence éveille des envies de provocation chez la majorité des primates. C'est pas propre à l'homme. Chez les chimpanzés, elle inspire l'envie de voir le monde qui pousse certaines jeunes femelles à quitter la confortable famille qu'elles ont toujours connue et s'en aller faire leur propre vie parmi des étrangers. Chez les langurs gris, alors les langurs gris, c'est un singe d'Inde, hein, c'est un des plus connus. Hein. C'est bien sûr une une espèce menacée, pardon. On l'appelle l'antelle de l'Inde, ou le langur d'Hanuman. Donc c'est ce grand singe qui ressemble à une attelle. Voilà. Donc chez le langur gris, elle déclenche une agitation qui est plus à propos. C'est-à-dire qui ressemble plus à ce que fait l'humain. À l'adolescence, ces singes gris mâles se débarrassent des attaches qui les lient à leur famille et à leur enfance. Ils se regroupent en bandes indisciplinées et menaçantes. Et vous voyez ça si vous allez en Inde. Hein. C'est ceux qui viennent dans votre assiette, vous piquer à bouffer, qui montent dans votre voiture, etc., qui volent votre sac à main ou votre sac à dos. Voilà. Puis ils vont rôder à la recherche d'un mâle plus âgé et établi qu'ils peuvent attaquer. Le but des adolescents est de déloger leur respectable aîné,
de son foyer, tranquille, et de s'emparer de tout ce qu'il possède, son pouvoir, son prestige et ses femelles. Comme nous le verrons plus tard, les êtres humains sont menés par un certain nombre d'instincts semblables à ceux de nos cousins primates. Par conséquent, de nombreux adolescents de notre espèce protestent également contre l'autorité des adultes. Quoi qu'ils disent, c'est faux, vous voyez. Leurs hormones leur disent soudain qu'il est temps d'affirmer leur individualité et de remettre en question les prérogatives de la génération précédente. D'accord? C'est de votre faute. Il y a des jeux vidéo, il y a du coca, il y a des pizzas, il y a des chips, il y a des médicaments, il y a de la drogue à disposition un peu partout. Bon, si on les choisit, c'est de votre faute. Si on va vers là, c'est... Voilà. Vous voyez, il y a 200 marques de thé dans les supermarchés, mais je ne vais pas prendre ces merdes-là. Il y a une centaine de marques de téléphones portables, j'en ai toujours pas. Voilà, donc c'est pas parce que ça existe qu'il faut consommer forcément. Mais bon, c'est la faute des adultes. Ils les fabriquent. Voilà. Donc Mao ne s'est pas adressé aux adultes chinois. Ses camarades plus âgés voyaient le bon sens des fonctionnaires qui avaient mis Mao sur la touche et s'étaient concentrés sur la production de nourriture pour remplir les estomacs vides depuis 3 longues années. Mao se tourna donc vers une autre partie de la population pour entreprendre sa recherche de l'autorité perdue. Il se tourna vers les adolescents du pays. Donc je ne vais pas vous lire tout le livre, hein, mais tout simplement, c'est ce qui est à l'origine des gardes rouges. Alors, pourquoi l'origine des gardes rouges? Eh bien, tout simplement parce que ces adolescents, à l'école, on leur a dit déjà de dénoncer les professeurs qui avaient des attitudes contre-révolutionnaires, fascistes ou bien capitalistes. Donc évidemment, le gamin, il avait reçu une mauvaise note, il regardait les annotations, il regardait ce qu'avait écrit le professeur. Ah, vous voyez, ça, cette phrase-là, sur 1000 livres, mais cette phrase-là, elle est contre-productive, elle est contre-révolutionnaire. Allez hop, on prend le bonhomme, on lui met un bonnet d'âne, on le fait défiler dans les rues avec une pancarte, on lui demande de faire des aveux, qui culpabilise en public, on le filme, on le montre sur les balcons, on le fouette en public. Enfin, ça a terminé jusqu'à que ça donnait un extrémisme que l'on voit chez Greta, ça donnait un extrémisme où vous aviez les gardes rouges qui sont plus méritants que les autres gardes rouges, c'est-à-dire les fils de prolétaires, de pauvres paysans et de soldats. Eux, c'était les bons gardes rouges. Les autres, ils étaient moins bons parce qu'ils étaient fils de propriétaires terriens ou d'industriels ou quoi que ce soit. Ils n'étaient pas là dans la Révolution. Voilà, c'était les mauvais gardes rouges. Ils se sont fait la guerre. Ils se sont fait la guerre dans les universités. Ils se sont fait la guerre dans leur ville. Et c'est l'armée qui a dû intervenir parce qu'il y avait des gamins qui étaient prisonniers, torturés, tués, pendus. Enfin voilà, bref, tout ce que la foule peut faire quand elle est devenue extrémiste et surtout quand elle est aux mains de gamins, quoi, hein, aux mains d'adolescents qui veulent flinguer tout ce qu'ils trouvent. Alors non seulement ils ont beaucoup torturé la population des personnes âgées, et surtout, après, ils se sont tirés entre eux parce qu'il n'y avait plus personne à flinguer. Ils sont devenus complètement hystériques. Alors, vous avez des tas de reportages certainement sur les dérives du maoïsme. Moi, je vous conseille le film La Déchirure, où on voit ça chez les Khmers rouges, où à un moment, toute personne qui représentait l'ancien régime, c'est-à-dire le passé, était tué. On lui mettait une poche en plastique sur la tête, une balle dans la tête. Même pas le courage de voir le mec les yeux dans les yeux pour le flinguer. Donc voilà, donc c'était le principe. Quand on disait aux gens, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui parle anglais dans les camps de prisonniers? Par exemple, c'était des camps de travail pour montrer à tous ces intellos, à tous ces fonctionnaires ce que c'était que le travail. Donc on les emmenait dans des camps où ils se levaient vous avez un repas par jour, où ils se levaient au lever du jour, ils se couchaient au coucher du jour, et ils travaillaient dans les rizières. Et de temps en temps, il fallait expurger, il fallait faire bouger ces jeunes. Et donc, il y avait un gars qui demandait, est-ce que quelqu'un s'est tapé à la machine? Ou est-ce que quelqu'un parle anglais? C'est pour faire des traductions. Et donc, le mec avait la connerie de dire oui, ça montrait qu'il était pro-colonialiste, pro-américain, etc. Donc, il était encore dans le passé. C'est-à-dire qu'il pensait encore avec sa pensée du passé. Oui, parle anglais. Ah, tu parles anglais, donc tu penses que tu vas t'en servir encore? Allez, boum. C'est la nouvelle génération, vous voyez. Donc je pense qu'on est tombé là-dedans avec Greta. Alors maintenant, dire qu'elle est
que Mao, enfin, que Soros fait comme Mao en utilisant la rébellion des ados, je pense, oui, je pense, effectivement. Regardez ceux qui sont dans les rues et qui défilent, etc. Vous avez 2-3 adultes qui sont là pour surveiller, et puis vous avez une centaine d'ados. Moi, ce qui me fait toujours bondir, c'est qui finance les pancartes. Moi, je fais des photocopies, je